voix de l'ambassade, rencontre avec son Excellence M. Chakib Ben Moussa, ambassadeur représentant de Sa Majesté le roi du Maroc en France et ancien ministre de l'Intérieur. Le Maroc est convaincu de l'importance et de l'intérêt d'une coopération sud-sud. Oui. Il ne cherche pas à être un exemple pour le reste des pays, mais considère qu'il peut apporter un plus au développement de l'Afrique et à une vision de l'Afrique plus autonome, plus volontariste dans son développement, plus capable de mobiliser l'ensemble de ses forces pour aller dans cette direction. Et c'est dans ce sens que le Maroc, en fait, a développé une politique qui, bien sûr, englobe des dimensions politiques. En fait, le Maroc avait quitté l'organisation de l'Unité africaine en 1984 parce qu'il avait estimé que certaines décisions qui avaient été prises étaient tout à fait illégitimes et non conformes au statut de l'organisation à l'époque. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a été absent de l'Afrique. En fait, il était très présent durant toute cette période à travers une coopération bilatérale avec de nombreux pays, que ce soit compte tenu des relations séculaires qu'il a avec ces pays. Et cette coopération s'est traduite par tant sur le plan économique que sur le plan culturel ou sur le plan politique. Bon, maintenant, le Maroc a fait le choix du retour à l'Union africaine, le retour à sa famille naturelle. Oui. Et ce choix a été fait d'abord parce qu'il considérait qu'il pouvait apporter et contribuer au développement de l'Afrique et à l'agenda africain, et que les politiques qu'il avait menées en bilatéral pouvaient, dans le cadre des institutions, dans le cadre des instances continentales, pouvaient avoir du sens pour permettre d'améliorer la gouvernance et d'aller de l'avant dans le sens de la paix, de la stabilité au niveau du continent, dans le sens de la croissance du continent, et que cette croissance puisse bénéficier à l'ensemble des acteurs, dans le sens de la solidarité. Et enfin, le Maroc a aussi fait le choix du retour parce qu'il a considéré que par rapport à des questions fondamentales, notamment en liaison avec son intégrité territoriale, oui, la question du Sahara, oui, il a considéré que de l'intérieur de l'organisation, il était possible de mieux expliquer, d'avoir une approche pédagogique, d'avoir une approche pragmatique, loin des postures idéologiques, pour expliquer sa position, expliquer la réalité de son combat légitime, et à partir de là, nous avons vu des résultats en fait qui se sont traduits par un soutien de près d'une quarantaine d'États, oui, à cette réintégration à l'Union africaine, malgré beaucoup de manœuvres, malgré beaucoup d'obstacles. C'est la première fois que le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique siégeront dans la même assemblée. Cela remet sur le tapis, c'est vrai, cette fâcheuse et épineuse question des provinces du Sud qui perdure depuis plus de 30 ans. Et en toile de fond, est-ce que ce ne serait pas finalement entre Rabat et Alger quelque chose qui résonne, puisque le Maroc impose son autorité légitime sur le Sahara espagnol et que l'Algérie persiste à soutenir le Front Polisario? D'abord, le Maroc va continuer sa lutte à l'intérieur de l'Union africaine. Nous considérons que c'est une lutte légitime et que par une approche au sein de l'organisation, les intérêts légitimes du Maroc pourraient être mieux défendus. En même temps, je crois qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît que la question du Sahara est liée à la forte implication et est une question où l'Algérie est très présente, très impliquée, est un acteur fortement impliqué, partie prenante de ce dossier.
Et le Maroc a entamé une démarche qui, d'une part, au niveau des Nations Unies, a soumis une initiative pour une autonomie la plus large possible et qui est considérée par l'ensemble des pays Conseil de sécurité, encore récemment dans son dernier rapport, a noté la prééminence de cette solution que propose le Maroc pour une solution politique discutée, négociée et qui permettrait d'envisager l'avenir de cette région de manière dans le cadre de paix et stabilité. Aujourd'hui, nous avons donc un premier État sur ceux qui étaient réfractaires qui a annoncé récemment son retrait de la reconnaissance de la République démocratique sahraoui, c'est le Malawi. Tout à fait, le Malawi a retiré sa reconnaissance de la fantasmatique RAST et nous pensons que d'autres États suivraient son exemple parce qu'au fur et à mesure où on dépasse les positions qui étaient dictées très souvent par des postures idéologiques et souvent par une méconnaissance de la réalité sur le terrain et de la réalité de l'action du Maroc au niveau des provinces du Sud. Et donc aujourd'hui, on voit un certain nombre d'États qui font évoluer leur position, même si ce processus va se faire de manière progressive. Il n'en est pas moins qu'il est là et qu'il est important. Sur les 10 prochaines années, c'est un programme de près de 7 milliards d'euros qui sont envisagés dans la région. L'objectif à terme, c'est d'en faire un véritable hub entre le nord du Maroc, l'Europe et le reste de l'Afrique subsaharienne, et tout cela au profit des populations et au profit des pays aussi de la région qui peuvent, à partir de là, avoir un pôle de développement qui tirerait la croissance économique vers le haut et créerait des conditions de plus grande stabilité. L'idée, c'est d'associer le maximum de partenaires. Nous sommes sur des projets qui sont des projets continentaux et qui peuvent intéresser des bailleurs de fonds internationaux, peuvent intéresser, puisque le projet peut avoir des prolongements en Europe, donc peuvent intéresser directement l'Europe en termes pour sa propre sécurité énergétique, mais ont des prolongements bien sûr sur le terrain par rapport à l'ensemble des pays traversés pour leur développement économique et pour la création d'emplois. Alors, il y a de nombreux projets qui ont été lancés autour des fertilisants. Il y a un grand projet qui a été lancé au Nigeria, oui. et un accord d'ailleurs a été passé il y a quelques jours avec les producteurs et les distributeurs du Nigeria pour accompagner le développement de fertilisants adaptés aux besoins du pays et pouvant participer à améliorer la productivité agricole au niveau de ce pays. Et qui dit améliorer la productivité agricole dit améliorer le revenu des paysans et notamment dont une grande partie de la population est souvent dans des situations assez précaires. C'est une manière d'éradiquer la pauvreté finalement. Tout à fait, puisque aujourd'hui on considère qu'il y a près de 70% en Afrique, plus de 70% de la population vit de l'agriculture, directement ou indirectement. Près de 16% du PIB de l'Afrique est un PIB agricole. Et donc l'impact, l'amélioration de la productivité et donc du revenu qui en résulte, l'amélioration de la résilience aux différents chocs climatiques ou autres, feront que la population sera en meilleure situation par la suite. Et donc le Maroc, à travers ce projet avec le Nigeria, mais à travers des projets en Éthiopie, puisque
lors Donc, de la également visite de Sa en Afrique de Majesté l'Est. le roi en Éthiopie, il y a eu la signature d'un accord avec l'OCP pour produire des engrais adaptés à la région en Éthiopie, mais aussi avec un certain nombre de sites de production au Maroc qui sont dédiés à l'Afrique. L'approche est une approche nouvelle parce qu'elle permet de développer des fertilisants adaptés à la réalité des sols africains qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que ce que l'on observe dans le reste du monde, mais en même temps, c'est une approche qui permet aussi d'accompagner les agriculteurs en amont, dans l'analyse des sols, Oui. et un certain nombre de caravanes, un certain nombre de maisons des fermiers sont aujourd'hui implantées dans certains pays d'Afrique subsaharienne avec le soutien de l'OCP pour pouvoir aller plus loin. Peut-être qu'on et rappelle accompagner que l'OCP est un acteur majeur dans le domaine des phosphates et c'est une société privée et étatique. Tout à fait, et qui sont aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine de production des engrais, et donc ils sont dans une démarche de partenariat avec les différents pays concernés pour produire des fertilisants, mais au-delà de la production, mais aussi pour accompagner les agriculteurs pour améliorer leur productivité et adapter justement les techniques agricoles utilisées à la réalité. Le Maroc aujourd'hui se situe comme deuxième investisseur africain en Afrique et premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Oui. Plus de 63% des investissements extérieurs du Maroc sont destinés à l'Afrique subsaharienne. Une question qui fait couler beaucoup d'encre, la presse internationale en parle et les politiciens ne savent qu'en faire, c'est la politique migratoire. Avec les conflits ici et là, l'afflux des migrants se fait de plus en plus croissant en Afrique et en Europe, et on ne sait plus s'il s'agit d'une crise des migrants ou d'une crise de l'Occident. Le Maroc depuis longtemps a considéré d'abord que ces questions migratoires devaient être abordées par une approche globale et une approche en co-responsabilité avec l'ensemble des acteurs. Et le Maroc lui-même, qui était pendant longtemps un pays d'émigration, est devenu un pays, pendant quelque temps un pays de transit, puis maintenant est devenu un pays de destination où nombreux migrants s'installent. Et le Maroc a pris l'initiative au cours de l'année 2014, de lancer une grande réforme, d'abord pour pouvoir mettre en place les textes structurant l'accueil des migrants, structurant et les droits de ces migrants, et notamment en matière d'accès à un certain nombre de services, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la possibilité d'accéder de manière normale à l'emploi, de la même manière qu'il a mis en place les textes structurant l'asile des réfugiés, de manière à pouvoir les accompagner dans leur démarche. Et cette démarche a permis en même temps la régularisation d'un grand nombre d'immigrés qui étaient en situation irrégulière, au nombre de 25 000 dans une première étape. Et il a été décidé à partir du début de cette année de lancer, début 2017, donc de lancer une deuxième étape. Et pour l'instant, il y a plus de 18 000 personnes qui sont enregistrées, sachant que l'examen de ces dossiers se fait par les administrations concernées, mais se fait aussi par une commission indépendante. Et en fait, le Maroc a pris la mesure de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire que le Maroc considère aujourd'hui que son identité nationale est elle-même la résultante de ce qu'il est, de plusieurs composantes arabes, amazighes, africaines, andalouses,
hébraïque, et que c'est cet ensemble de composantes, c'est cette pluralité qui constitue un atout. Et donc on ne pouvait pas en même temps assumer cette pluralité de cette réalité sans en même temps avoir une action volontariste au niveau de notre politique migratoire. Et le mot de la fin? Je voudrais surtout peut-être mettre l'accent sur l'Afrique et sur les capacités africaines et sur l'optimisme avec lequel il convient d'aborder l'Afrique, l'optimisme par rapport aux capacités des pays africains à compter sur eux-mêmes, à développer leur partenariat et leur coopération sud-sud, à se projeter sur l'avenir et à pouvoir réellement écrire leur avenir par eux-mêmes. Et je crois que l'Afrique dispose d'un tel potentiel que cela nous permet d'aborder cet avenir avec beaucoup d'optimisme. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci à vous. C'était La Voix de l'ambassade, une émission produite par Africa Digital Power et diffusée sur 54eta.fr.